Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va commencer. Bonsoir, ravi de vous accueillir ce soir. Euh, c'est vrai que le monde bancaire évolue fortement, les compétences aussi, les métiers, et je pense que ça va être intéressant de pouvoir bénéficier de l'expertise de nos intervenants. Alors, ce sera tout d'abord le tour d'Éric Lamarque, qui nous parlera donc notamment de l'impact du digital sur les métiers bancaires. Eric est un grand spécialiste de la question. En tant que directeur et professeur de l'IAE de Paris, du Master Finance de la Sorbonne, il y a également un certain nombre de banques, et est auteur et animateur du MOOC Culture bancaire, qui connaît grand succès, dont la prochaine session débutera le 26 avril, et qui traite aussi évidemment du sujet de ce soir, donc les métiers bancaires à l'ère du digital. Donc au niveau de la formation aussi, on parlera un petit peu de digital, aussi avec Cédric Jourgeon, en tant que responsable emploi et formation Caisse d'épargne Picardie, qui inscrit un certain nombre de participants. Donc je laisserai exposer par ce retour d'expérience en fait pour ce MOOC Culture bancaire. Donc, merci beaucoup Cédric d'être présent ce soir. Et donc Sébastien Astre, qui est notre spécialiste ce soir de la partie digitale, fintech, donc appliquée au métier bancaire. Donc Sébastien est dirigeant de Lendix, qui connaît une croissance, je ne sais pas si on va dire exponentielle aussi, c'est assez impressionnant. Je crois que ça sera très intéressant de voir un petit peu quels sont les différents métiers du crowdfunding, quel rôle le crowdlending, puisque c'est votre spécialité, joue dans ce domaine, et surtout ce qu'on peut anticiper sur l'impact, menaces, opportunités pour le monde bancaire. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole et je vais laisser tout de suite la parole à Eric. Merci beaucoup de votre présence encore. Bien, donc on a prévu aussi une démonstration. Donc on va vous montrer un petit peu comment fonctionne le dispositif, en démarrant par des questions évidemment qui vont tourner autour du digital. Le digital qui est effectivement un aspect assez important des vidéos qui ont été enregistrées donc, pour ce MOOC. Alors je vais laisser Aude prendre la main d'abord pour que vous participiez aussi. Bon, c'est pas pour vous tester, hein, c'est pas une interro, hein, mais c'est juste voilà, 2-3 questions style, donc effectivement des futurs participants auront à remplir à différents moments de leur parcours. Bonjour à tous. Alors, je vais vous donner quelques petites instructions. Vous avez normalement une petite fiche qui vous a été donnée, qui était sur votre chaise. Alors, donc je m'adresse à tous ceux qui ont un smartphone et qui auraient Internet sur ce smartphone. Donc, l'objectif, c'est de taper dans votre navigateur de recherche Socrative. Donc, est-ce que vous pouvez vous rendre sur ce site? Une fois que vous êtes sur ce site, vous allez en haut à droite et vous cliquez sur le bouton Login. Et plus spécifiquement, Student Login. Une fois que vous êtes connecté donc via le bouton Student Login, on vous demandera un nom de salle. Donc, il faudra rentrer CB 2017. CB pour culture bancaire. Alors, je vais bientôt actionner l'exercice. C'est bon pour vous? Vous avez réussi à trouver? Alors, je vais démarrer l'exercice. Donc, normalement, vous êtes en attente d'une activité, si vous avez pu vous connecter. Je démarre et là, on va vous demander votre nom ou pseudo. Vous voulez garder l'anonymat. Et une fois que vous avez rentré votre nom, c'est parti. Donc, une première question. Là, sur 16 personnes connectées, 9 ont répondu. Allez, c'est parti. Donc, deuxième question. Même principe. Alors, quel pourcentage de clients seront à son agence au moins 2 fois par mois? Donc, réponse A, 60% des clients. Réponse B, 40% des clients. Réponse C, 20% des clients. D,
moins de 10% des clients. Je vois qu'on a beaucoup de connectés, c'est bien. Donc on est à 21 sur 24. Allez, je passe à la suivante. C'est la dernière. Troisième question. La relation totalement digitale pour l'achat de produits financiers sur Internet séduit aujourd'hui A, moins de 10% des clients, B, environ 20% des clients, C, près d'un tiers des clients, D, la moitié des clients. Parfait, on est à 23 réponses sur 25. Je vais terminer cet exercice. Merci à tous et je laisse Eric commenter les résultats. Oui, donc vous voyez le principe, hein, le principe, c'est effectivement déjà, ça vous donne une idée de comment le MOOC est accompagné. Il est donc accompagné de quiz suite au suivi des vidéos. Donc, et puis évidemment après vous avez des réponses qui sont commentées. Donc ça permet de suivre. Moi j'ai des étudiants de Paris 1, donc de l'IE de Paris, qui aussi, hein, enfin des futurs étudiants, en tout cas des personnes qui vont rentrer dans nos formations, notamment le master finance, qui se préparent avant de rentrer dans ce master qui sera diplômant en faisant ça. Moi, je le retiens pas comme un élément d'évaluation, puisque je ne suis pas là le jour de l'évaluation, ils le font chez eux. Et moi, ça me donne une indication déjà du niveau de connaissance, de ceux qui s'impliquent, etc. Donc, on fait une évaluation qui effectivement permet de voir un petit peu que les choses avancent dans la participation des inscrits et effectivement leur réponse. Alors, sur la première question, effectivement, aujourd'hui, l'enjeu du big data, puisque bon, c'est un terme moi que j'aime pas trop, mais enfin, je l'appelle comme ça, puisque tout le monde l'appelle comme ça. Le big data aujourd'hui, effectivement, vous avez un enjeu. Alors, dans les réponses que j'ai indiquées, c'est un enjeu de protection des données, hein, parce que aujourd'hui, je parlais très récemment avec la patronne, enfin, l'ex-patronne du mouvement des jardins, qui est un peu le Crédit Agricole canadien, québécois, hein, qui est quand même une grosse institution là-bas. Voilà, ces questions de big data et de protection des données, de sécurité des données, fait partie de ces 5 principales préoccupations. Aujourd'hui, donc c'est rentré dans la liste des préoccupations principales. Après, il y a un autre volet que je n'ai pas explicité ici, hein, puisque bon, on essaie aussi d'avoir des questions les plus claires possibles, qu'il n'y ait pas trop d'ambiguïté, dans la question et puis dans la réponse. C'est de dire aussi qu'aujourd'hui, sans doute qu'on n'exploite pas assez, vraiment de façon aussi fine qu'on pourrait, ce big data. En gros, c'est bien d'avoir des bases de données, c'est bien de constituer des entrepôts de données, c'est bien de classer les données. Donc tout ça, les établissements financiers ont investi et continuent à investir. Elles ont beaucoup de données via les ensembles de contacts, donc Internet et autres, qu'ont les établissements. Mais moi, je trouve que parfois, les requêtes, comment on cible des clients avec ça, comment on cible des comportements, c'est pas toujours. Voilà, on peut encore faire mieux. Et donc là, le risque, effectivement, pour des établissements, c'est que des établissements qui ne sont pas des banques, qui sont aussi propriétaires de données et qui, eux, ont une très grande expérience de la gestion des données et de faire parler les données, hein, parce que le terme anglais, c'est data mining, hein, on dit big data, mais après, c'est le data mining, il faut faire parler les données. Là, il y a un risque aussi, en tout cas, il y a un point d'attention pour les banques qui serait que de se faire un petit peu déposséder de ces ciblages par des acteurs qui viendraient se mettre dans cette place-là à la chaîne de valeur. Donc voilà pour la question du big data, qui est une dimension effectivement de ces questions de digital. Donc là aujourd'hui, hein, on a effectivement, c'est la réponse C. Il y a un petit peu moins, donc ça s'est passé sous la barre des 20% il y a quelques mois, il y a 1 an, 2 ans hein, maximum. Donc effectivement, la dernière enquête de l'IFOP, je crois bien, ou TNS, ça donnait 17%, exactement. Donc 17% des clients qui viennent au maximum, enfin, au moins 2 fois par mois dans une agence. Hein. Donc voilà, un mouvement assez classique. Hein. Alors là, je dirais que les banquiers n'ont pas à être tellement surpris parce qu'ils ont quand même tout fait pour que ce soit le cas. Hein. C'est un peu comme d'autres secteurs d'activité. Ils ont fait en sorte que le client prenne à sa charge un maximum de choses, faire des virements, faire de la consultation, sur des produits. Donc, on a fait dans pas mal de secteurs d'activité. Je prendrais que le transport aérien. Aujourd'hui, on se présente au filtre de sécurité. On n'a pas vu un agent d'Air France. On a tout fait par soi-même. On a déposé
son bagage, etc. Donc voilà, donc c'est un peu la même idée. Effectivement, hein, l'objectif est bien de déléguer aux clients et d'automatiser des fonctions qui sont on va le dire comme ça, qui sont à faible valeur ajoutée pour la banque et qui peuvent générer des coûts importants, notamment des coûts humains. Donc là, c'est effectivement une solution. Alors, on n'est pas encore, hein, il y en a quelques-uns qui ont répondu moins de 10% des clients, pas encore complètement à ça. Alors, ces statistiques ont un défaut, c'est qu'effectivement, les gens s'y rendent, mais on n'arrive pas, parce que les enquêtes ne sont pas toujours très précises dans le sens où je passe à l'agence, et je ne vois pas forcément le banquier parce que je suis près de la machine pour faire des retraits ou pour regarder ou pour consulter, faire de la consultation si je ne l'ai pas fait chez moi. Donc voilà, donc effectivement, on n'a pas toujours la bonne stat pour dire effectivement est-ce que je viens pour rencontrer quelqu'un, pour parler de choses et d'autres, ou de projets personnels et autres. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, selon les statistiques, on n'est pas encore passé sous la barre des 10%. Et enfin, la dernière question, qui est aussi intéressante, et je l'ai choisi exprès un petit peu pour montrer un peu toute la complexité, la difficulté aujourd'hui du passage au digital, c'est que vous avez quand même moins de 10%, moins de 10% des clients qui se disent intéressés pour acheter systématiquement et de tout faire en ligne. Alors quand je dis ça, attention, là aussi, ce sont des études, c'est une moyenne, c'est-à-dire que sur certains types de un peu, par exemple, le crédit à la consommation, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on va être plutôt vers un tiers de personnes qui acceptent de faire du crédit à consommation à distance. Donc ça, c'est une moyenne, mais elle est assez basse. Hein, ça veut dire que encore aujourd'hui, pour beaucoup de cas, il y a besoin d'un passage en face à face pour clôturer un dossier, pour conclure un dossier, pour signer, etc. Même si techniquement, il y a de la signature électronique, il y a des choses comme ça, on voit bien qu'il reste à un moment donné un passage par le banquier, enfin, par une relation directe. C'est ce qu'on disait avant de démarrer la conférence. Hein. Aujourd'hui, en fait, le débat, c'est de trouver ce mix, de moduler ce mix selon les catégories de clients, selon les types d'offres. Ce mix, donc, entre la partie digitale, donc on va dire la partie transactionnelle, donc à distance, et la partie relationnelle. Donc voilà, donc ça c'est des aspects que je commente dans le MOOC sur ce volet de l'évolution et du développement important de ce qu'on appelle le digital au sein des établissements financiers. Alors pour aller un petit peu plus loin, hein, au-delà de ces questions, le MOOC évidemment il va un peu au-delà. Donc l'objectif c'est de rappeler aussi dans le MOOC c'est quoi un peu les fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux, c'est quoi les points clés que alors j'allais dire des employés, mais des cadres intermédiaires, même des cadres supérieurs des fois. Ces gens-là ont eu des carrières, hein, je le sais bien, on forme des gens qui sont diplômés, donc je vois bien la part qu'il y a dans les formations à la finance, dans les masters banque finance, qui fournissent beaucoup. Parfois, il y a des gens qui viennent de marketing ou de fonction commerciale. Les gens, je dirais à un niveau assez élevé dans les établissements financiers, ne connaissent pas de façon précise. Il y en a qui se renseignent, qui lisent, qui font des efforts, mais globalement ne connaissent pas de façon précise les enjeux stratégiques complètement. Ils voient beaucoup d'opérationnels, ils sont beaucoup dans l'opérationnel. Donc, on a conçu, enfin, j'ai voulu, avec Force Finance, concevoir ce MOOC pour vraiment avoir une progression dans ce que j'appelle moi la culture générale professionnelle des acteurs. C'est de ça dont on a besoin, je pense, aussi pour les managers, parce que les managers, il faut expliquer à des équipes pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait. Souvent, on dit, bah oui, c'est une décision de la direction, c'est une décision prise. Je pense que ça suffit plus. On dit souvent qu'il faut que les managers donnent du sens à l'action, aux actions qu'ils demandent à leurs employés, en tout cas les gens qu'ils ont dans leurs équipes. Moi, j'ai conçu ce MOOC là aussi. Je l'ai conçu. Eric a rappelé ce que je faisais, mais je suis également administrateur dans une caisse d'épargne régionale, hein, dans ma région d'origine. Donc, je vois aussi au niveau des administrateurs tout l'intérêt qu'il y a à avoir cette connaissance générale, surtout que là, en plus, pour les administrateurs, elle est demandée par la réglementation en plus. Donc, on a une nécessité supplémentaire pour faire ce genre de choses. Donc voilà, donc on est vraiment dans des questions pour moi, ce que doit être
à minima la culture générale professionnelle des managers et ceux, Cédric pourra nous le dire à quel niveau, hein, de manager, mais c'est bien comme ça qu'on l'a conçu. Et même au-delà de managers, je vous dis, des administrateurs d'établissements financiers seraient, à mon avis, tout à fait des cibles intéressantes ou des personnes qui auraient vraiment un grand intérêt à suivre ce dispositif. Voilà, donc le débat après, il porte sur effectivement un certain nombre de questions, hein, sur un certain nombre de leviers que procurent ces innovations. Ces innovations, elles permettent une meilleure accessibilité, donc il y a toute la question de l'accessibilité, il y a la combinaison, donc, comme je disais, du digital face à face, et comment le construire. Et puis, il y a tout ce qu'il y a aussi un volet, donc ça, c'est plutôt dans le début du MOOC, hein, tout le volet conseil, comment, effectivement, avec ce dispositif, qu'est-ce qu'on fait dire par les solutions à distance, hein, qu'est-ce qu'on fait dire, et comment après, une personne, dans une agence, ou au téléphone, prend le relais et va compléter. Donc, il y a des sujets d'incohérence parfois qu'il faut éviter, il y a des sujets de complémentarité. Si on doit faire en sorte que des personnes, des clients potentiels de la banque vont consulter beaucoup de choses à distance comme ils le font généralement, c'est pas pour faire un rendez-vous client après qui va exactement la même chose. C'est vraiment, il faut arriver à emboîter effectivement tout le. C'est de vraiment bien emboîter la partie à distance, qu'on fait à distance, et la partie en face à face. Voilà, donc évidemment, les conséquences, il y en a plusieurs. Il y en a sur les métiers. Les spécialistes des ressources humaines évoquaient toutes les conséquences qu'il y a sur les métiers, des nouveaux métiers. Évidemment, il y a des conséquences, il y a des nouveaux acteurs qui émergent via ces solutions digitales. Et donc là, on a effectivement Sébastien qui pourra nous indiquer un petit peu comment ces fonctions traditionnelles de la banque, qui sont évoquées dans le MOOC, hein, la fonction de financement, la fonction de financement de l'économie, comment ils s'intermédient dans ce dispositif, à côté, en concurrence, en complément. Donc ça, c'est vraiment un sujet important, parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans un moment un petit peu à part, qui est le moment de la Banque centrale européenne, qui abreuve de liquidité le système, on commence à dire dans la presse, vous l'avez vu ces derniers jours, que ça n'allait pas forcément durer, il valait mieux passer à la caisse ces jours-ci dans leurs dernières opérations. Ce n'est pas forcément dit que ça dure. Et à ce moment-là, si ça ne dure pas, eh bien, les banques reviendront à, je dirais, ce qui s'est passé dans les années 12, 13, 14, 2012, 2013, 2014. Elles vont revenir à une situation où elles auront du mal à financer la totalité des projets. Alors je parle peut-être plus des entreprises, hein, ces projets sont un peu consistants. Donc, ça va se réapparaître, cette situation qui est momentanément, je dirais, qui ne se produit plus là pour quelques mois encore. Et là, à nouveau, on aura la nécessité de compléter les financements par d'autres acteurs. Donc, il va falloir construire, il va falloir évoluer. Alors, ça aussi, ça va faire évoluer le métier de conseiller financier dans les banques, hein, où la banque amènera peut-être 70-80% des sommes, aller chercher des acteurs complémentaires pour venir compléter. Donc vraiment, moi j'essaie de repartir vraiment sur les fondamentaux. C'est quoi une chaîne de valeur dans la banque, hein, comment on crée de la valeur dans une banque est organisée, comment on peut venir s'insérer dans cette chaîne de valeur, à quel moment, hein. Moi, je suis toujours aussi, ça c'est un défaut d'universitaire, assez embarrassé quand on parle d'ubérisation, on fait des trucs. Alors, le truc, c'est de dire que les acteurs comme l'Index vont venir ajouter, s'intermédier dans la chaîne de valeur, vont venir s'intermédier dans la chaîne de valeur, ou est-ce qu'ils vont venir, donc ils vont créer une nouvelle étape dans la chaîne de valeur. Moi, personnellement, je ne suis pas effrayé qu'un acteur vienne se mettre entre les producteurs de crédit, les usines de crédit et les clients. On peut très bien passer un accord avec ce type d'intermédiaire. On aura à ce moment-là plusieurs distributeurs, on aura nos agences, on aura des personnes qui font totalement ça online, il y aura le site officiel de l'établissement financier, il y aura un site partenaire si la personne n'a pas très envie de passer par un site de banque classique. Pour moi, ces nouveaux acteurs, on le voit, hein, les banques n'ont jamais autant investi qu'aujourd'hui dans le financement des startups et des fintechs. Hein. Donc, c'est pas vécu comme
une déstabilisation, je dirais, ultra importante. C'est vécu comme un élément à surveiller, c'est vécu comme un élément à, si possible, contrôler, c'est vécu pour même parfois à accompagner, parce qu'on sait très bien que c'est dans ces structures-là que l'innovation a le plus de chances de se développer. Voilà. Après, je ne dirais pas que ces questions de digital ne créent pas des difficultés. Aujourd'hui, de mon point de vue, le plus grand danger pour l'établissement financier, c'est plutôt Google, c'est plutôt, on va voir ce que fait Orange avec sa banque, c'est plutôt des acteurs qui sont très importants, qui ont d'énormes moyens et qui, via l'information, via les données, via le data, pourraient, alors là, pour le coup, vraiment concurrencer les acteurs bancaires. Mais pour le moment, même s'il y a beaucoup d'émulation autour des fintechs, on n'est pas dans une situation où on se sent complètement attaqué quand on voit le mode de financement de l'économie aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a une réallocation, mais enfin, passer par le crédit, la rupture serait vraiment que les gens se disent, bon, mais maintenant, on ne s'endette plus. Le jour où les gens diront, on ne s'endette plus, ça sera une rupture. Alors là, on aura une vraie rupture. Tant que les gens disent, on s'endette, on a besoin d'endettement, on ne peut pas accéder à ce qu'on veut, on ne peut pas mener nos projets sans s'endetter. Oui, les banques sont attaquées, mais comme elles ont été attaquées régulièrement, tous les 10 ans, par des acteurs. Ça, aujourd'hui, c'est ça. Il y a eu la grande distribution à un moment donné. Il y a eu toujours eu des acteurs. Donc, c'est pas une nouveauté. La vraie nouveauté, pour moi, c'est effectivement des grands acteurs comme Google ou les GAFA, comme on dit, pourraient s'immiscer dans le dispositif où là, effectivement, on vit ça comme un vrai danger, alors pour le coup. Alors que les fintechs, on voit ça plutôt comme des éléments qui vont nous aider à nous améliorer et qui vont nous aider à trouver des solutions intéressantes, innovantes, alternatives, parce que une banque, elle peut sans doute pas tout faire. Voilà, donc voilà un petit peu la philosophie. Hein. Et donc on discute de ces impacts. On discute de. Alors là, j'insiste évidemment sur le volet de notre thème de ce soir. Et à côté de tout ça, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais à côté de tout ça, eh bien, le MOOC, hein, eh ben, il évoque un peu les fondamentaux. Il évoque les fondamentaux sur l'organisation d'une banque, les fondamentaux sur le bilan et le compte de résultat d'une banque. Parce que le meilleur moyen de comprendre les enjeux financiers d'une banque, c'est d'avoir quand même une petite idée de son bilan et une petite idée de son compte de résultat. Quand une agence, on fait des placements et qu'on essaie de faire des placements à 2% pour attirer les épargnants et que de l'autre côté, on fait du crédit à 1%, au bout d'un moment, c'est compliqué. Ça finit par être compliqué, donc, etc. etc. Donc, voilà, donc, si on, voilà, pour ne pas avoir des discussions, parfois même en comité de direction ou en conseil d'administration, des discussions de dire ah non, mais ça c'est théorique. Je dis non, écoutez, regardez un bilan, vous savez lire un bilan, donc c'est pas très théorique, hein, c'est très concret. Hein, à partir du moment où votre ressource elle coûte plus cher que votre taux d'intérêt que vous offrez, on va finir par avoir un problème, on va avoir une difficulté. Donc il faut que l'ambition commerciale, si c'est plutôt des gens dans le commerce qui le regardent, ils comprennent bien que ce n'est pas une lubie de financier et qu'il y a véritablement un enjeu d'équilibre. On ne peut pas être en permanence en déséquilibre de ce point de vue-là, parce que sinon, on va avoir vraiment un problème de marge, etc. Voilà, donc, on passe vraiment ce panorama. On rappelle aussi les questions réglementaires, parce que les questions réglementaires sont extrêmement structurantes, hein, au moins de mon point de vue, autant structurantes que les questions de digital. Donc, en gros, les deux facteurs aujourd'hui qui ont modifié le fonctionnement et pour longtemps, et je crois définitivement, c'est quand même cette évolution réglementaire et donc le digital. Donc, on essaie vraiment de revenir à ça parce que je terminerai avec ça. Je crois que je ne vais pas dépasser, il faut me faire signe si je dépasse le temps. Je crois qu'aujourd'hui, souvent on parle, je ne suis pas un grand spécialiste du management, mais je manage quand même une centaine de personnes à l'IA de Paris. Ce n'est pas mon métier principal, je n'ai pas fait une formation de manager. J'essaie de m'adapter sur le tas. Et je m'aperçois que j'ai des managers intermédiaires parfois qui sont inquiets sur les évolutions. Alors je parle de l'enseignement supérieur, mais c'est vrai aussi dans les établissements financiers. Il y a des managers qui sont inquiets. Ils ne savent pas. Voilà. Et cette inquiétude, ce n'est pas très bon parce que ça rejaillit sur les équipes après, quand on les voit inquiets. On me posait la question un jour, mais pourquoi ces gens-là sont inquiets? Donc ça peut générer de l'agressivité, ça peut générer tout un tas de comportements non souhaités. Je disais, parce qu'en fait, quand on regarde sur des sujets très basiques dont on parle souvent chez Force Finance, comme BAL, la réglementation de BAL 3, prenez quelqu'un qui est même à un niveau de management assez élevé, et je suis pour le faire et pour regarder, il y a très peu de gens qui ont fait l'effort par eux-mêmes de bien savoir ce que ça veut dire BAL 3
et la conséquence que ça a sur la stratégie commerciale, la conséquence que ça a sur les taux, etc. Donc, les gens, à un moment donné, et là, c'est sans doute un défaut des formations aussi, c'est que bien, ils suivent une formation, ils remplissent ces caches, ils vont cocher les quiz. Là, je m'adresse aux responsables formation. C'est que derrière, si ce n'est pas repris, si ce n'est pas entretenu, si ce n'est pas consolidé par des dispositifs complémentaires ou par des activités des managers qui sont organisées en interne, voilà, c'est bien, ils ont suivi le mot, etc. Mais il faut consolider ça parce que les gens, au moins, ils seront expliqués mieux, de mon point de vue, ce qui se passe à leurs équipes. Peut-être qu'ils seront toujours inquiets, mais au moins ils auront les tenants et les aboutissants de ce qu'on leur fait faire. Et éviter d'avoir des briefings commerciaux ou des briefings agences ou des réunions de services où finalement on fait ça parce que c'est la réglementation. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ou on fait ça parce que c'est le digital. Mais concrètement, donc on reste, de mon point de vue, trop vague. Et je dirais que le MOOC est un bon dispositif pour faire en sorte que les choses soient sans doute un petit peu moins vagues dans ce qu'elles présente donc dans son activité professionnelle. Voilà. Et puis ça permet aussi de lever la tête, de respirer. Donc ça permet de voilà. Donc on peut peut-être demander à Cédric si, ce qu'il a, puisqu'il a, il a testé, il a fait le test aussi. Exactement. Donc, nous, on a fait le test. Donc, en caisse d'épargne Picardie, je reprends exactement les propos, c'est-à-dire que notre problématique au départ, c'était la formation des managers, donc, mais de tous nos managers, donc nos managers dans le réseau. Donc, concrètement, c'est des managers qui sont dans des agences, qui sont plutôt isolés parce qu'ils ne rencontrent pas tous les jours un autre manager. Et en fait, effectivement, ils ont à appliquer la réglementation bancaire qui évolue. Ils ont à appliquer également, ils ont à vivre les évolutions de l'impact du digital et ils ont à vivre également les évolutions sociétales et les évolutions de génération en termes de management. Donc, c'est beaucoup de choses. Et de ce point de vue-là, par contre, dans un réseau de détail, de banque de détail, ils sont isolés, ils sont seuls. Donc, la question nous est venue. Bon, on fait des formations en management, on fait un certain nombre de choses, mais qu'on pourrait faire en fait pour développer les concernant en fait leur culture bancaire. Et donc le MOOC, c'est assez simple. Le MOOC est apparu comme une solution intéressante pour plusieurs points de vue. Plusieurs points de vue. Donc la première chose, là je vais faire un petit encart donc sur notre souhait pour nous. On parlait du digital, en fait, de faire en sorte de digitaliser en fait notre offre de formation. C'est une façon, un moyen en fait, d'apprendre avec le digital. Et en fait, plutôt que de faire des formations au digital, parce que beaucoup de réseaux qui font ça, beaucoup d'entreprises, on en voit se développer et on va continuer d'en faire, mais aussi en fait, d'apprendre en faisant. Et donc, on a digitalisé quasiment notre offre de formation. Alors, ça présente beaucoup d'avantages parce que jusqu'à présent, les formations digitales, dans les années 2000, c'était l'e-learning, ça s'arrêtait là. Et dans les banques, on en a beaucoup mangé. J'utilise cette expression de façon un peu triviale, mais parce que réglementairement, c'est très pratique. Ça permet de suivre les taux de réalisation, tout un tas de choses. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a changé d'époque quand on va parler de formation sur un format digital. Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs grilles de lecture, mais c'est de dire qu'on a soit une possibilité, c'est de robotiser la formation. Donc, on apprend avec un robot, c'est l'e-learning. Le vrai intérêt, c'est qu'on apprend quand on veut. On a aussi une possibilité de digitaliser la formation sans trop la robotiser, en conservant donc une grande part d'interactivité. Et là, donc, nous, c'est ce qu'on a développé, c'est les webinaires, c'est les classes virtuelles. L'intérêt, c'est que donc on a une proximité temporelle. On n'a pas de proximité géographique, enfin, du moins, elle est considérablement réduite. Et ça nous permet de faire des formations avec une grande réactivité. Voilà. Et en fait, le MOOC, quand on a en fait, c'est le synchrone et l'asynchrone en temps réel ou pas en temps réel. Alors, quand c'est pas en temps réel, c'est très bien parce que, en fait, on se rend compte qu'on a besoin de tous les éléments. Et puis, bon, on a le présentiel qui, lui, en fait, est en temps réel et aussi sur un lieu, il y a une unité de lieu. Enfin, voilà. Aujourd'hui, même le présentiel peut aussi se digitaliser. Ce qu'on a fait en introduction, c'était du présentiel 2.0 où en fait on interagit avec des tablettes, avec un smartphone, etc. Donc c'est aussi quelque chose qu'on développe. Alors pour revenir au MOOC, l'intérêt du MOOC, c'est qu'il présente, en fait, il est un peu entre tout ça, parce que le MOOC, on le fait aussi concrètement sur une période donnée, donc, mais quand même quand on veut.
mais avec un rythme qui est imposé. Et l'intérêt, c'est qu'il y a un peu de robotisation parce que vous avez des vidéos consultées en ligne, etc. Mais vous avez aussi une interactivité puisque vous avez des lives. Et ça, on y touche beaucoup, en fait. Pour moi, un MOOC est un MOOC à partir du moment où il y a de l'interactivité. Si c'est une étagère à vidéo, à e-learning, etc., c'est pas un MOOC. Il faut de l'interactivité. L'interactivité, c'est le live. Et puis, donc là, il y avait des lives, hein, le retour d'expérience, c'était le mercredi ou le jeudi, je ne sais plus, tous les soirs à 20h. Alors, possibilité de le suivre en rediffusion. Et puis, un forum, c'est l'interactivité aussi. Donc, nous, pour revenir à notre problématique, comment développer la culture bancaire en fait, de nos managers qui ont aussi des niveaux de formation initiale différents, qui sont, ils sont à la comptabilité, ils sont aux ressources humaines, ils travaillent dans le réseau, ils sont directeurs d'agence ou sur des centres d'affaires avec les entreprises. Donc, des niveaux disparates. En fait, le MOOC leur a permis en fait, de se retrouver donc sur un programme où chacun va trouver en fait quand même quelque chose, un apport, de rompre un petit peu quelque part un peu l'isolement parce que la partie forum, ça les a décloisonnés complètement parce qu'ils sont retrouvés aussi en interaction avec des managers qui ne sont pas dans leur établissement bancaire. Alors, parfois des collègues de l'agence d'à côté qui laissent un message sur le forum, et aussi des managers d'autres établissements bancaires, ou voire même des gens qui ne font pas de la banque, même des gens, des étudiants en formation initiale. Donc, il y a une vraie ouverture de ce point de vue-là, il y a un vrai intérêt. Ça permet aussi, plutôt que de se dire, bon, on va leur faire suivre une formation un peu plus académique sur un an, etc., d'avoir quelque chose de relativement souple. Là. Alors, nous, on avait demandé en fait, à ce que l'ensemble de notre population managériale choisisse un MOOC en 2016. Donc, ils choisissaient soit le MOOC de First Finance, donc sur l'analyse financière, MOOC de culture bancaire, et en fait, en fonction de leurs besoins. Donc, c'était déjà aussi, en tant que manager, de les acculturer à cette modalité d'apprentissage. Parce que cette modalité d'apprentissage, elle présente beaucoup d'intérêts. Je les ai cités, j'en ai peut-être même oublié. Elle présente aussi quelques contraintes qu'il ne faut pas en fait sous-estimer. Et le fait que les managers soient aux avant-postes en fait, de l'organisation du MOOC, c'est quelque chose d'intéressant parce que je pense que demain, ce sont des modalités pédagogiques qui vont se développer. Et il s'agit aussi que les managers sachent manager un collaborateur qui est en train de faire son MOOC, sachent gérer, puisqu'on est entre de l'autonomie dans l'apprentissage, mais en même temps un peu de contraintes. Et à partir du moment où il y a l'autonomie, ça veut dire qu'il faut organiser son apprentissage. Et j'ai même vu, en fait, même pour les managers, c'est pas simple, en fait. C'était une des principales contraintes de dire, mais quand est-ce que je le fais? À quel moment? Donc, il y a cette donnée qui est à prendre en compte, et le fait d'avoir mis en fait, nos managers d'abord en action un peu en avant-première là-dessus, je pense que ça pourra nous permettre par la suite de pouvoir développer ces produits de formation de façon plus simple et plus facile. Voilà grosso modo notre expérience. Donc, le MOOC Culture Bancaire avancé, alors on l'appelait avancé pour le distinguer et surtout aussi pour le valoriser parce que, et d'ailleurs des retours que j'en ai, on est sur quelque chose de bon niveau, ce qui était apprécié, hein, l'intervention d'Éric, et puis il y a aussi quelques guests dans le MOOC, donc c'est valorisant, hein, on a des invités de marque, donc les collaborateurs le ressentent comme une marque de reconnaissance, hein, de pouvoir suivre un MOOC de ce niveau. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé culture bancaire avancée, parce qu'effectivement, on se le disait tout à l'heure, la culture bancaire, ça peut être aussi d'apprendre à ouvrir un compte, de faire du crédit. Et là, voilà. Or là, on est sur une dimension vraiment avec un peu plus de hauteur, de comprendre en fait dans quelle entreprise on travaille, quel est son modèle business model, de comprendre ses contraintes réglementaires de clients, et donc de repositionner un petit peu voilà, le contexte. Et effectivement, derrière, quand on fait les briefs, les réunions hebdo, les points, de pouvoir apporter et donner du sens, avoir une valeur ajoutée. Donc, majoritairement, l'année dernière, en fait, nos managers ont choisi le MOOC Culture Bancaire Avancée. Il est un petit peu plus light quand même que le MOOC d'analyse financière, plus facile à suivre. Ça peut être une explication. Ceci étant, quand ils l'ont suivi, on a de beaux résultats puisque on a 91% de nos collaborateurs qui l'ont réussi, puisqu'il y a un quiz quand même à la fin. On a un taux d'appréciation, enfin une appréciation qui est forte. On a un taux de complétion. Alors, c'est assez technique, mais en fait, ça veut dire
c'est la réalisation de toutes les étapes du MOOC, parce qu'on peut avoir tendance à ne pas les faire. Alors, je ne sais plus de combien il est, mais il est 86%, donc il est assez bon. Donc, le bilan est assez positif. Et donc, mon entreprise est en train de fusionner donc, avec, avec sa voisine territoriale. Et en fait, j'ai commencé à présenter qu'on va inclure en fait, le MOOC Culture Bancaire maintenant dans nos parcours managers. C'est-à-dire tous nos managers, on va mettre l'accent en fait, sur sa fonction managériale et lui apporter le MOOC. Alors, il le suivra dans l'année quand il le veut. Enfin, il y a 2 sessions par an. Et l'idée étant, et donc tout de suite présenter à la nouvelle entreprise, il y a déjà des managers qui ont pris commande. Voilà. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a du succès. Voilà. Ouais, juste, je reviens sur les live sessions. Effectivement, on a 2 moments au moins dans le mois, puisqu'en gros, sur les 4 semaines, c'est un gros mois finalement que les gens vont passer à suivre ce dispositif. Et on fait effectivement des live sessions, donc on peut se connecter. Effectivement, j'ai eu la possibilité d'inviter soit d'anciens banquiers. Alors, je m'appuie beaucoup sur l'IAE de Paris, hein, évidemment, avec mon collègue Philippe de Sertine, donc, qui a pu nous rejoindre pour un commentaire d'actualité, d'ailleurs sur un sujet qui était sur les fintech à ce moment-là, puisque le sujet d'actualité, et on parlait notamment d'une évolution fintech que je n'ai pas évoquée, à laquelle je pense, c'est non plus fintech, mais regtech, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup, en fait, on attend beaucoup des fintech qu'elles se penchent sur des dispositifs et des outils qui vont nous permettre de pouvoir être en conformité avec la réglementation, dans comment on remplit un dossier. Enfin, on est vraiment en attente d'un apport, pas simplement sur une alternative de distribution, mais également sur des éléments de conformité et de compliance qui sont très importants et que, justement, les commerciaux ou les réseaux ont du fond en main. On sent bien que ça leur prend beaucoup de temps et que ce n'est pas très satisfaisant pour eux. Donc là, moi, je suis très en attente. On commence à voir pointer quelques initiatives, pas que du côté produit, pas que du côté alternatif, mais également complémentaire, parce que j'attends beaucoup des outils de ce type-là pour alléger le travail des réseaux, des commerciaux sur ce volet-là, sans déroger aux obligations de conformité et de sécurité par ailleurs. Je pense qu'il y a un champ de développement là qui est aussi très important. Alors peut-être on va compléter et montrer un petit peu effectivement comment un acteur du secteur donc s'est positionné dans cette chaîne de valeur. Alors, merci. Beaucoup de choses ont déjà été dites et la thématique sur l'arrivée de nouveaux acteurs, les menaces, opportunités, par rapport aux banques pourrait à elle seule faire déjà l'objet d'un MOOC. Donc, je vais essayer d'être très synthétique et plutôt de laisser ensuite la place aux questions ou d'en parler plus en détail autour du cocktail. Quelques éléments, peut-être, si on prend un peu de hauteur, si on sort de ce cadre-là, au-delà de menaces, opportunités pour les banques, qui, même si ce sont des acteurs clés de l'économie, restent aujourd'hui des structures commerciales privées qui cherchent à faire des bénéfices et qui en font. J'ai fait verser une petite larme tout à l'heure quand on parlait du coût de la ressource à 2% et des prêts à 1%. Dieu merci, les banques ont su inventer différents niveaux de commission pour aujourd'hui être suffisamment profitables. Mais en tout état de cause, et vous me permettrez la plaisanterie, en tout état de cause, la vertu, je pense, principale des fintechs est tout simplement de remettre le client, le consommateur au centre du jeu. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on avait perdu largement de vue. Je crois que c'est un mouvement également de fond, en remettant en perspective ce qui s'est passé en 2007-2008, cette fameuse crise financière qui a clairement posé des questions de risques systémiques qui ont aussi augmenté la défiance des clients, des consommateurs par rapport aux banquiers, qui étaient plutôt des institutions respectées. Et depuis cette époque-là, il y a effectivement une opposition, parce que c'est malheureusement souvent ce terme-là qui revient, vis-à-vis des banquiers. Parfois, on a trouvé des extrêmes, je pense que vous pourrez en témoigner dans quelques agences où on voit des clients qui sont furieux, même physiquement, par rapport au banquier qui, lui, le conseiller, n'est absolument pour rien, mais c'est relativement illustratif de la défiance qui existe par rapport aux banques. Et à côté de ça, le rôle des fintechs est tout simplement de changer le mode de consommation. Et là-dessus, on va s'inscrire dans une tendance de fond. Eric prenait tout à l'heure l'exemple, effectivement, lorsque l'on prend l'avion, aujourd'hui, plus personne n'est choqué de ne pas voir d'agents Air France ou de collaborateurs d'Air France. Mais c'est à peu près la même logique, ce que veulent apporter les fintechs, c'est une simplicité d'utilisation. Je vais vous donner quelques exemples. Je pense qu'on est assez nombreux dans notre canapé un soir à avoir oublié d'acheter quelque chose et de se mettre sur Amazon avec notre smartphone et de commander
des couches pour les enfants, de commander une cartouche d'encre pour l'imprimante ou n'importe quoi qui font qu'au moment où vous y pensez, vous êtes dans votre canapé, vous avez une application qui vous permet de le faire. Et c'est effectivement en cela que je vous rejoins sur le danger pour les banques d'acteurs plutôt comme les GAFA qui ont effectivement les datas, ce qui est crucial pour une banque, les algorithmes qui vont avec, et il leur manque finalement plus qu'à savoir les exploiter correctement. Donc c'est vrai que les dangers sont plutôt à ce niveau-là que sur les acteurs comme nous qui apparaissent aujourd'hui, qui sommes des fintechs. Alors on a la chance de bénéficier d'une couverture médiatique énorme, mais la réalité, c'est que l'on va chacun découper la chaîne de valeur sur laquelle les banques interviennent de façon universelle pour dire, OK, sur tel créneau, je vais pouvoir en faire un métier. Donc, nous, l'Index, on en parlera dans quelques minutes, on est effectivement sur le financement. Vous avez des acteurs, Cantox, par exemple, qui est une start-up française qui va se positionner uniquement sur le change. Donc, qui va permettre à des entreprises qui travaillent en euros, qui travaillent en dollars, qui travaillent dans d'autres devises, plutôt que de faire appel à leur banque pour cette partie de change, qui est une partie relativement profitable pour la banque, de faire appel à Cantox, qui va offrir un service en ligne plus rapide et 10 à 20 fois moins cher. On pourrait parler de Slimpay, de Lemonway, de Litchi, tout un tas d'acteurs qui sont positionnés exclusivement sur une partie de la chaîne de valeur. Citons aussi Yomoni, par exemple, pour les moteurs de recherche, ces fameux robots advisors qui commencent à être décriés, mais qui aussi se font leur place. Tout ça, ça illustre cette tendance de fond, cette volonté de consommer, y compris un service bancaire, y compris un service financier, différemment. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Chez l'Index, on est aujourd'hui une petite cinquantaine avec une moyenne d'âge qui est autour de 28 ans. Il y a quelques semaines, je disais au moment de déjeuner, tiens, cet après-midi, il faut que je passe à ma banque pour voir telle chose. Et la moitié des gens assis autour de la table, les plus jeunes que moi, m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais dans une banque? Qu'est-ce que tu vas faire? Et je vous garantis que c'est une expérience réelle. C'est-à-dire que j'avais autour de moi des gens de 26, 27, 28 ans qui se demandaient pourquoi, en 2017, on pouvait aller dans une agence bancaire. Qu'est-ce qu'on allait y faire? Et c'est des gens qui n'y avaient jamais mis les pieds. Donc c'est vrai que dans les chiffres que l'on a vus tout à l'heure, on est sur une moyenne, mais je pense que si on raisonnait par tranche d'âge, plus on va sur des personnes jeunes, plus la défiance, voire l'inutilité d'une banque telle qu'elle existe aujourd'hui avec des réseaux ou des agences sera relativement forte. Ça, c'est des choses qui sont pour nous relativement structurelles. Si on va sur l'élément spécifique du financement, pour essayer de ne pas déborder, je suis complètement ouvert à toutes vos questions par la suite, mais sur la partie du financement, on parle de quoi? Là, on parle effectivement clairement de pas du tout de remplacer les banques. Donc, soyons très clairs là-dessus, même si certains articles de presse se régalent de faire la une là-dessus en disant que c'est les fintechs qui vont tuer les banques, arrêtons tout de suite, ce n'est pas le sujet. C'est clairement une logique de complémentarité. Et complémentarité, pourquoi? On a parlé de l'expérience utilisateur. Ça a été évoqué aussi de la réglementation. Et la réglementation, là-dessus, c'est tout le paradoxe de nature horreur du vide. BAL 3. BAL 3, c'est un formidable exemple. BAL 3, je vous la fais très, très, très courte, mais globalement, lorsqu'une banque veut prêter, BAL 3, des règles prudentielles lui imposent de mettre de l'argent de côté, des fonds propres de côté, dont le montant va dépendre de la personne à qui elle prête et de la garantie qu'elle va prendre. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est BAL 3 qui aujourd'hui va largement conditionner les approches crédit, les politiques crédit, les stratégies risques des banques et ensuite les stratégies commerciales. Donc c'est la réglementation qui va aider la banque à décider si elle va sur tel ou tel marché et à quel prix. Mais par rapport à ça, la banque, elle fait des choix. Donc, elle va décider, par exemple, sur certains niveaux de risque, de ne pas dépasser un certain montant à investir sur des filières entières, sur des secteurs donnés, sur des entreprises en particulier. La banque, elle va décider aussi de ne pas aller sur certains secteurs. Par exemple, elle va définir tout un tas de règles qui vont créer des trous. Et de l'autre côté, des fintechs, on a, nous, la chance d'être sur une réglementation complètement différente. Probablement, d'ailleurs, ça ne durera pas, et ce sera d'ailleurs une très bonne chose de réguler ce secteur-là pour que seuls les acteurs sérieux restent, parce que comme tout nouveau secteur, vous avez tout et n'importe quoi qui arrive, des gens sérieux, des autres qui le sont un petit peu moins, donc la réglementation sera bienvenue. Mais sur le cas du prêt, c'est complètement symptomatique, où vous avez des banques qui vont du coup réglementairement être quasiment contraintes de limiter leur engagement, donc de prêter moins que ce qu'elles aimeraient dans l'absolu faire. Et à côté de ça, des acteurs comme nous qui vont pouvoir le faire parce qu'on n'est pas soumis à cette même réglementation. Et finalement, ce risque systémique qui vise à être couvert partiellement par BAL 3, BAL 4, aujourd'hui, il va être diffusé avec des fintechs. Je vais vous donner un exemple très, très concret. Si aujourd'hui, vous avez tous un smartphone, vous voulez prêter à Hard Rock Café, une chaîne que vous connaissez, qui se développe en Espagne. Dans les 2 minutes qui viennent,
avec votre smartphone, vous pouvez le faire en allant sur le site Lendix, en répondant à 3 questions. Vous allez choisir quel montant vous allez prêter à cette société-là, entre 20 € et 2 000 €, puisque la loi en France permet de prêter jusqu'à 2 000 €. Et vous allez recevoir quelques codes de sécurité, etc. Et vous aurez prêté, sans sortir de cette salle, uniquement avec votre smartphone, à une société que vous ne connaissez pas du tout. Si cette société fait défaut, elle ne rembourse plus. Ce n'est pas le système ou ce n'est pas la banque qui va porter ce risque-là, c'est vous tous, nous tous, en tant que prêteurs individuels. Et ça, c'est un des éléments structurants par rapport au financement, par rapport au crowdlending. Ça va être cette logique de dire plutôt que ce soit une banque qui porte l'intégralité du risque et donc de façon agrégée pour représenter un risque pour le système, ce fameux risque systémique dont on a pas mal parlé après 2008. Et aujourd'hui, ce risque, il est diffus grâce à des nouveaux entrants que sont les fintechs. Ce que j'aurais peut-être dû vous dire avant d'utiliser le terme barbare de crowdlending, qui veut dire financement par la foule, prêt par la foule précisément, c'est reprendre un petit peu de hauteur là aussi sur le crowdfunding. Donc, qu'est-ce que le crowdfunding? Crowdfunding, donc là, c'est effectivement le financement par la foule au sens large, mais derrière ça, il y a 3 choses. Il y a le prêt, il y a le capital et il y a le don. Donc, finalement, la foule, donc c'est nous tous, individuellement, on est dans cette logique de finance participative, d'économie collaborative, où chacun, individuellement, va s'agréger avec son voisin et du coup représenter une force, une collectivité, cette fameuse foule, qui aura la puissance pour porter un projet. Et ça peut se faire de différentes façons. Le don, c'est relativement simple, ça existe depuis toujours. Le crowdfunding a juste permis d'aller sur des montants plus importants. C'est juste, vous avez envie de donner un projet qui vous plaît à quelqu'un qui porte une valeur qui vous ressemble. Vous voulez accompagner de la microfinance, mais le don va vous aider pour ça. Le capital, c'est ni plus ni moins que de devenir actionnaire, donc d'investir dans une société. Et là aussi, d'accompagner un projet sans forcément avoir besoin de dizaines de milliers d'euros, comme ça pouvait être le cas jusqu'à présent, ou de connaître votre voisin qui crée sa société. Aujourd'hui, vous allez sur des sites internet, vous avez un marché de projets, un marché de porteurs de projets, d'entrepreneurs qui cherchent de l'argent pour être accompagnés. Et donc, le crowd equity, c'est la partie capital, la partie equity du crowdfunding, va vous permettre ça, donc d'être acteur en étant vraiment un actionnaire de la société. Et enfin, troisième et dernière famille, le prêt. Là, ce sera plus spécifiquement effectivement le rôle de l'index. Le prêt, c'est ce qu'on évoquait, donc le complément par rapport aux banques, par rapport au trou dans la raquette du financement que je citais tout à l'heure en forçant volontairement le trait. Mais cette logique-là de dire, je suis, moi en tant que particulier, également un épargnant, donc je vais essayer de diversifier mon patrimoine financier. Je vais aller sur une nouvelle classe d'actifs. La nouvelle classe d'actifs, c'est le prêt aux entreprises. Accessoirement, ça va me permettre de flécher mon épargne, de donner du sens à mon investissement en prêtant un projet dans la région de Bordeaux, par exemple, parce que c'est une région qui me plaît, en prêtant à Hard Rock Café parce que la marque m'intéresse, en prêtant à 5 à sec parce que ça a un côté sympa. Voilà, vous allez faire ces éléments-là et en fonction de ça, en portant vous-même le risque, vous allez avoir le prix du risque, donc vous allez toucher le taux d'intérêt. Ce que je vous avais présenté sur un slide aussi, si vous pouvez juste revenir sur le slide précédent, c'est montrer la démocratisation de ce phénomène, la démocratisation du crowdlending. Clairement, là aussi, au risque d'être provocateur, le crowdlending ne mange pas dans les poubelles des banques, on ne fait pas les poubelles des banques, c'est-à-dire qu'on va financer des sociétés qui sont déjà accompagnées par leurs banques. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur un schéma où lorsque 5 à sec, pour reprendre cet exemple, ou lorsque Alain Ducasse ou des sociétés moins connues viennent emprunter sur l'index, et vous imaginez bien que ces sociétés-là, elles ont déjà des prêts bancaires. Donc elles viennent sur l'index pour une autre raison. Et cette autre raison, il y en a globalement 2 ou 3 motivations principales. La première, je l'évoquais tout à l'heure, c'est cette fameuse expérience utilisateur. C'est le fait tout simplement d'avoir quelqu'un qui parlait et une personne qui va essayer de comprendre le projet et deuxièmement, qui va essayer d'aller vite. C'est-à-dire l'avantage aussi des fintechs, le digital permet ça aussi, on a cette chance-là, on n'a pas des lourdeurs administratives que les banques peuvent avoir construites au fil du temps, mais ça c'est complètement normal. Nous on part d'une feuille blanche avec une technologie nouvelle, donc c'est quand même pas très compliqué de repenser le sujet. Et à partir de là, on est capable d'offrir des décisions rapides. Typiquement, en Alain Ducasse, en 3 jours, on a été capable de lui dire oui, de lui dire OK, on va vous prêter 450 000 euros, entre 4,5 et 5,5%. On parlera du taux parce que c'est un élément important, mais en 3 jours. On lui a donné cette réponse 3 jours. Là aussi, je suis peut-être un peu provocateur, mais
c'est moins de temps qu'il en fallait pour lui pour avoir un rendez-vous avec son conseiller entreprise. Si on met les choses en perspective, c'est ça aussi dont on parle, l'évolution du mode de consommation. Un chef d'entreprise, son job, c'est pas d'aller passer du temps à rencontrer un chargé d'affaires entreprise, à expliquer au comité crédit la motivation de son financement, à fournir une tonne de documents. C'est pas ça le sujet. Son job, c'est de faire tourner sa boîte. Après, il a besoin de financement pour ça. Donc, comment on peut faire, nous, FinTech, pour lui donner, pour répondre à son besoin, pour lui donner ses financements rapidement et finalement, c'est ça aussi une nouveauté, sans garantie, parce que une des situations dans lesquelles les banques aujourd'hui se sont, je pense, un peu enfermées, c'est oublier le cœur du sujet, c'est-à-dire le prix du risque. Aujourd'hui, effectivement, le sujet entre les banques sur les financements, que ce soit particuliers ou entreprises, c'est finalement qui va prêter le moins cher. Ça va être ça le sujet. Et on oublie clairement la base de se dire je vais prêter à quelqu'un, l'enjeu c'est est-ce que cette contrepartie va me rembourser et quel prix je mets face à ça. Et aujourd'hui, les banques ont perdu de vue, et corrigez-moi si je me trompe, n'hésitez surtout pas, ont perdu de vue cette notion du risque, sont rentrés plutôt dans une logique de compétitivité, de prendre un marché, de vendre des produits d'appel que sont devenus les financements, sans mettre face à ça le vrai prix. Et donc, on arrive à des systèmes relativement aberrants où, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, la banque va prêter quasiment à perte et donc va chercher à rentabiliser son opération de prêt par des à côté. Ça va être une assurance d'essai, ça va être une assurance risque complet, ça va être une commission sur les flux, le placement d'un terminal de paiement électronique, etc. Tous ces à côté qui font que le cœur du sujet sur le métier du prêt a été vraiment complètement, on va dire, mis au second rang. De notre côté, sur les nouveaux entrants, nous, l'approche est vraiment différente. Je vous parlais de la rapidité, de l'expérience utilisateur, mais il y a aussi le prix qui est important et la transparence qui va avec. Aujourd'hui, clairement, je l'indique, on fait des prêts entre 4 et 10 %. Donc, si vous parlez à n'importe quelle banque, est-ce que vous êtes capable de prêter à une société à 4 %, à 5 %, à 10 %? Le conseiller va vous regarder les yeux écarquillés en disant mais c'est impossible, c'est pas possible. Et pourtant, c'est la réalité. On a, nous, depuis 2 ans, 200 sociétés qui ont emprunté un petit peu plus de 65 millions d'euros et qui ne sont pas venus vraiment par plaisir emprunter à 8, 9 ou 10 %. Elles sont venues parce que ça répondait à leurs besoins. Et face à ça, face à ce taux-là, il y avait de la rapidité, il y avait l'absence de garantie, et il y avait, au-delà de ces éléments-là, surtout la possibilité de donner à un dirigeant de l'argent pour développer son entreprise sur un objet de financement qui sortait du cadre de ce que les banques aujourd'hui savaient faire. Et typiquement, beaucoup de sociétés, les 2 tiers des clients de l'Indic sont venus pour de l'immatériel. Donc c'est quoi? C'est tout simplement un dirigeant qui aujourd'hui peut aller voir sa banque facilement pour financer les murs de son usine, par exemple. Par contre, pour mettre en place la digitalisation dont on parle, c'est-à-dire un CRM, un ERP qui va être dans le cloud, là-dessus, la banque ne va pas suivre parce qu'elle va avoir cette problématique de prise de garantie en référence également à BAL 3. Donc, on est aujourd'hui dans un environnement qui est mouvant, qui est vraiment largement impacté par la réglementation, qui pénalise les banques, qui offrent des formidables opportunités pour les fintechs. Et face à ça, vous avez des clients, des emprunteurs, des entrepreneurs qui, eux, sont obsédés, et c'est très bien, par le développement de leur entreprise et qui vont du coup faire passer le prix au second rang. Ce n'est pas le cas de tous, et c'est en cela effectivement qu'on est complémentaires. Il est bien évident qu'il y a des chefs d'entreprise pour lesquels vous ne pourrez pas prêter à 4, à 5, à 10 %. C'est absolument pas audible pour eux, et ça, je respecte cette position. Et d'autres, à contrario, vont, eux, être moins bloqués par le prix. Le sujet du taux va être la première des questions, mais finalement, pour ces gens-là, la dernière des préoccupations, parce que l'enjeu est d'avoir de la liquidité pour vraiment se développer. Et finalement, le prix de la liquidité, c'est juste quelque chose à intégrer dans le développement global de leur société. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. Je préfère qu'il y ait plus d'échanges. Juste compléter et revenir sur la démonstration qui vient d'être faite, parce que c'était le modèle, donc le modèle du crowd lending notamment, mais du crowdfunding de façon plus générale. Tous ces enjeux-là, tout ce qui a été décrit et tout le discours donc, de Sébastien à l'instant, quand vous passez au travers du MOOC, vous comprenez et vous avez la capacité à voir tous les arguments qui ont été avancés. C'est-à-dire que tous les arguments réglementaires, les arguments de c'est quoi le prix, c'est comment on fait une marge, pourquoi il faut absolument vendre des produits à côté du crédit, parce que dans une banque, on sait effectivement, je suis d'accord,
enfermés dans une compétitivité prix qui fait que les clients ne payent pas le vrai prix. Là, au moins, ils voient effectivement, sur l'aspect pédagogique, ils voient le vrai prix de ce que, effectivement, on est prêt à récupérer comme taux d'intérêt face à des projets. Donc, effectivement, ça fait beaucoup plus cher je dirais que le prix que l'on peut avoir. Mais, et c'est vrai dans les services en général, ça touche un public qui est prêt, pour lequel le prix est moins la première variable de choix. Donc à partir du moment où le prix est moins la première variable de choix, les banques le font aussi sur des clientèles dites privées, où le prix ou la commission est moins une variable de choix, c'est plutôt la variable de service. Donc à partir du moment où effectivement le service est au rendez-vous et l'expérience client est au rendez-vous, ça fonctionne. Voilà. Merci Eric. On va peut-être passer aux questions. Peut-être ouvrir en fait les questions le temps que vous ayez quelques idées de questions. Moi, je voulais, Sébastien, faire un parallèle avec la gestion de portefeuille. Parce qu'on a bien compris que ce sont les particuliers qui prêtent donc à des entreprises. Et ma question, c'est quelle garantie ou comment on accompagne en fait les particuliers dans le choix de prêter à telle ou telle entreprise ou de définir, de bider pour un taux de 6 ou 8%. On sait que c'est un parallèle par rapport à la gestion de portefeuille où on s'assure que l'investisseur est plus ou moins averti. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet, ce point-là. Moi, me concernant, j'ai passé une quinzaine d'années en banque, donc quelques années en banque privée. Donc, effectivement, cette notion d'accompagnement, de conseil avec en gros potentiellement le défaut de conseil, c'est un sujet clé. Bah, là aussi, autre illustration de la réglementation complètement différente. On accompagne très peu, côté l'indique, on respecte la loi, bien sûr, en faisant ça, très peu les épargnants. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à des investisseurs, à des épargnants autonomes, donc qui ont une capacité à comprendre ce qu'ils font, à comprendre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que lorsqu'on prête, quand tout va bien, on récupère ce qu'on a prêté majoré d'un taux d'intérêt. Lorsque tout va mal, on perd ce qu'on ne nous a pas remboursé au moment où ça s'arrête. Et aujourd'hui, finalement, on accompagne de façon très limitée, je pense, les épargnants qui veulent prêter à des sociétés. On leur répète, bien évidemment, qu'il y a un risque de perte en capital. On leur dit, face à ça, que la meilleure réponse pour un budget donné, c'est de diversifier. Là aussi, c'est la base. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, pour l'exemple de Ducasse, à l'époque, on pouvait prêter comme 1000 euros, mais nous, on avait des épargnants qui nous appelaient en nous disant j'ai beaucoup d'argent sur mon livrage, je voudrais le casser pour tout mettre sur Ducasse, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger? Alors, non, on ne peut pas s'arranger. Et deux, heureusement qu'il y avait la réglementation, parce qu'il ne faut surtout pas faire ça, parce qu'on a beau s'appeler Ducasse, on a un risque de défaut quand même. Et par rapport à ça, notre rôle, je pense, comme acteur des fintechs, est aussi d'éduquer, au-delà de ce que demande la réglementation, d'éduquer les épargnants, d'expliquer qu'on est sur une nouvelle classe d'actifs, que si on a un taux qui est de 4, de 6, de 10%, c'est bien évidemment parce qu'il y a un risque face à ça. S'il n'y avait pas de risque, on ne serait pas à ces niveaux-là. Donc, bien évidemment, on porte un risque. On a, nous, la prétention de le pricer différemment, parce qu'effectivement, on n'a pas le même coût de la ressource que ce qu'ont les banques. Mais pour autant, on n'efface absolument pas le fait que l'épargnant qui prête Hard Rock Café, par exemple, en Espagne, à 8 ou 9%, si Hard Rock Café arrête de payer, au jour où il arrête de payer, l'épargnant ne va rien récupérer, sauf si les actions de recouvrement que l'on mène fonctionnent. Mais là aussi, ça ne marche pas à tous les coups. Donc, il y a ce vrai risque-là. D'autres questions? Merci pour vos interventions. Ma question, elle s'adresse probablement aux 3 invités du panel. Quel impact du digital et de cette nouvelle concurrence que représentent aussi les fintechs sur l'emploi dans le secteur bancaire? Et comment ça se traduit en termes de gestion des compétences? Comment au mieux accompagner les collaborateurs qui vivent au quotidien ces évolutions majeures? Je vais répondre, commencer un début de réponse. Aujourd'hui, dans la banque de détail, sur l'emploi concrètement, on ne voit pas encore vraiment les emplois évoluer. C'est-à-dire que c'est plutôt à l'intérieur des emplois. Donc, je le disais, c'est de faire prendre conscience en fait, à nos collaborateurs et aux managers de l'évolution, de leur évolution dans le métier. Alors, il y a j'allais dire, les fintechs directement, après, chaque réseau a sa stratégie. Il y en a qui rachètent, il y en a, on voit
Par contre, l'impact du digital lui-même, déjà, il nous a beaucoup bousculé. Enfin, typiquement, il y a quelques années, on parlait de front office, middle office, back office. Par exemple, ces notions-là, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus floues. Enfin, il n'y a plus de logique. On peut faire du front sans jamais voir le client. On peut être en front. Enfin, voilà. Là, on a un vrai changement du référentiel de compétences. Et on a une vraie conduite du changement à avoir. Et elle se fait petit à petit. Voilà. Je rajouterais après plusieurs choses. Premièrement, il y a quand même et c'est évoqué dans le MOOC, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Il y a des nouveaux métiers, donc voilà, autour de data analyst, etc. Donc moi, je suis persuadé que pour l'instant, c'est par rapport à la masse de données. Moi, le big data, je pense qu'il existe déjà. Quand je vois les sous qui sont investis, quand je vois là où je suis effectivement en tant qu'administrateur, quand je vois les investissements passés dans les groupes en question, quand j'y interviens, je dirais l'investissement, il est là. Quand je vois au Tétra, je ne sais même plus le sigle qu'il faut pour la mémoire. Enfin, la mémoire, donc les datas, on les a. Donc, derrière, il y a tout un travail de gestion des données, d'organisation des données, de faire parler les données. Donc ça, c'est des emplois aussi. Hein, même s'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées et informatisées, il y a quand même des nouveaux métiers. Après, comme moi, je suis assez calé aussi sur l'analyse qui va consister à dire, c'est le métier va changer. Alors, on parle beaucoup, est-ce que les agences vont fermer ? Oui, il y aura des fermetures d'agences. Ça a commencé. Nous, je dirais en France, le mouvement est un peu décalé par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays européens. Il y a plein d'acteurs qui ont décidé de réduire la taille des réseaux d'agences. Moi, je pense que les emplois ne vont pas simplement disparaître, ils vont être déplacés. Ils vont être déplacés et le contenu va évoluer. En gros, c'est quelqu'un qui viendra un jour sur l'agence pour faire un certain nombre de tâches qui resteront dans l'agence. Un jour, il sera peut-être dans un autre endroit pour faire du suivi de dossiers, de mails, etc. Et puis il sera dans un autre endroit un autre jour pour faire du téléphone, il doit faire un suivi téléphone. Donc en fait, je pense, voilà, donc très clairement, ce que j'évoque dans le MOOC, le schéma de distribution, il est à inventer. Est-ce que c'est synonyme systématiquement de disparition d'emploi ? Je ne le pense pas. Alors, effectivement, on peut. Je pense que s'il y a aujourd'hui des éventuelles disparitions d'emplois, c'est parce que les conditions, parce qu'on va arriver à une situation, et là je parle là vraiment en tant qu'universitaire, les conditions de guerre de prix. Moi, je pense que le premier problème, c'est les guerres de prix qui bénéficient certes aux consommateurs, puisqu'on arrive à des taux qui sont on rase gratis, il faut le dire clairement. Donc, on arrive à des taux qui sont extrêmement bas, et parce qu'effectivement, je pense que le client ne sait plus, ne voit plus le vrai prix de la prestation. Moi, je trouve que le dispositif de type Lendix a une vocation de responsabiliser la personne qui épargne, de la contraindre par le montant, mais de la responsabiliser. C'est quand même incroyable de dire que vous faites un dépôt de 10 000 euros dans une banque, on ne s'intéresse pas du tout à ce que la banque va faire de ces 10 000 euros. Je peux mettre tout sur du prêt au PME, je peux tout laisser en trésorerie à la Banque centrale, mais ça me coûte de l'argent. Celui qui vient déposer chez moi, il se fiche éperdument, il ne me pose jamais la question. L'avantage de l'index, c'est que quand on y va, on sait exactement ce qui va être fait de l'épargne. Moi, je suis pour davantage de responsabilisation des clients par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Effectivement, on parle de la réputation des établissements, des problèmes systémiques, de choses comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que le client est totalement déresponsabilisé. Voilà, donc on va le materner, on va tout prendre en charge. Et forcément, à un moment donné, on loupe un truc et ça se passe pas bien. Donc tout ça, moi, je pense qu'il y a des fonctions qui vont évoluer. Et s'il y a effectivement des pertes d'emploi dans le secteur bancaire, pour moi, ça viendra beaucoup plus de la compétition sur les prix, sur les commissions, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un dispositif où on a du mal, la banque a du mal à faire payer le vrai prix. Donc, l'heure tourne, on va peut-être se diriger vers le cocktail et puis continuer à poser nos questions à nos intervenants que je remercie chaleureusement et que je félicite pour la clarté de leurs interventions. Merci.